L'ombre de la Révolution, le mystère Olympe de Gouges. Les voix silencieuses. L'aube n'était qu'une promesse timide ce matin-là, filtrant à travers les volets mi-clos de la chambre d'Olympe de Gouges. Paris dormait encore, mais la ville portait en elle une tension sourde, comme un ressort prêt à se détendre. L'année 1793 s'annonçait déjà comme une période de bouleversement, où chaque respiration semblait compter, où chaque mot pouvait être une sentence. Olympe, assise à son bureau, sa silhouette projetant une ombre tremblotante sur les murs de pierre, achevait la dernière ligne de son manuscrit. Sa plume dansait sur le papier avec une grâce presque fébrile, les mots s'entrechoquant comme des lames d'épée, porteurs d'espoir et de danger. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'était pas qu'un simple document. C'était une arme. Une arme forgée avec de l'encre, trempée dans la conviction la plus profonde, aiguisée par des années de réflexion et de lutte. Liberté, égalité, fraternité, murmura-t-elle. Ces mots résonnaient différemment pour elle. Pas une simple devise révolutionnaire, mais une promesse encore à réaliser. Une promesse qui inclurait enfin les femmes, ces citoyennes invisibles dont on parlait sans jamais les entendre. Le monde extérieur commençait à s'éveiller. Les premières charrettes grinçaient sur les pavés humides, les marchands criaient leurs premières offres du jour. Paris, ville de contraste, où la misère côtoyait l'opulence, où la révolution promettait tout en menaçant de tout détruire. Olympe se leva, ses mouvements trahissant une élégance qui défiait son âge et les conventions de l'époque. 45 ans, et toujours cette détermination qui la caractérisait. Fan de lettres, dramaturge, pamphlétaire, elle avait défié tous les obstacles sociaux. Née Marie Gouze à Montauban, elle était devenue Olympe de Gouges à Paris. Un nom qu'elle s'était choisi, comme on choisit un destin. Fille naturelle, elle avait appris très tôt que les étiquettes sociales n'étaient que des chaînes, et que l'on pouvait les briser avec suffisamment de volonté. Un bruit de pas dans l'escalier la fit tressaillir. Ce n'était pas le pas mesuré de sa domestique, mais quelque chose de plus pressé, de plus nerveux. La porte s'ouvrit. Élise Mercier, sa plus proche amie et confidente, fit irruption dans la pièce. Son visage, habituellement calme, était marqué par l'inquiétude. « Mon Dieu, Olympe, souffla-t-elle, as-tu entendu les dernières nouvelles ?» Olympe la regarda, un sourcil légèrement relevé. Élise était journaliste, toujours à l'affût des derniers événements, des rumeurs qui traversaient Paris comme des courants d'air glacial. « Assieds-toi, ma chère, répondit-elle avec un calme qui contrastait avec l'agitation d'Élise. « Un peu de thé ?» La routine, un bouclier contre le chaos ambiant. Élise s'assit, ses doigts tambourinant nerveusement sur le rebord de la table. Le comité de salut public devient de plus en plus radical. Robespierre, commença-t-elle. Olympe leva la main, l'interrompant. Je sais, Élise. Je sais. Son regard se porta vers la fenêtre. La rue Saint-Honoré s'éveillait, peuplée de silhouettes pressées, d'hommes en redingote sombre, de femmes aux jupes amples. Chacun portait en lui les espoirs et les peurs de la Révolution. Nos idéaux sont en train de nous échapper, continua Olympe. Cette révolution que nous avons tant désirée, tant rêvée, se transforme en une machine qui dévore ses propres enfants. Élise acquiesça. Elles avaient toutes deux cru en cette révolution. Pas seulement comme un changement politique, mais comme une transformation profonde de la société. L'égalité, vraiment. Pas seulement pour quelques-uns, mais pour tous. Mes écrits les dérangent, reprit Olympe. Ma déclaration des droits de la femme les fait trembler. C'était vrai. Olympe avait osé ce que personne n'avait fait avant elle, proclamer que les femmes devaient avoir les mêmes droits politiques et civils que les hommes. Voter, être élu, accéder à l'éducation, posséder des biens. Des idées révolutionnaires à une époque où les femmes étaient considérées comme des mineurs à vie. Un silence s'installa. Le thé fumait doucement, témoin silencieux de cette conversation qui dépassait la simple discussion amicale. « Ils vont me faire taire », dit soudain Olympe. Ce n'était pas de la peur dans sa voix. Plutôt une constatation. Élise la regarda, bouleversée. « Ne dis pas ça. » Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'Olympe avait raison. La Révolution, dans sa phase la plus sanglante, ne tolérait aucune voix discordante. Et Olympe était plus qu'une voix discordante. Elle était un défi permanent à l'ordre établi. « J'ai un dernier combat à mener », continua Olympe. « Peu importe ce qui arrivera. » Dehors, Paris continuait sa symphonie quotidienne. Les cloches sonnaient, les marchands criaient, la vie continuait, indifférente aux destins individuels qui se jouaient dans cette petite pièce. Olympe de Gouges,
fan de lettres, révolutionnaire, féministe avant l'heure, regardait l'horizon. Son combat ne faisait que commencer. Les ombres du pouvoir. Les couloirs sombres du palais du Luxembourg résonnaient des pas précipités des membres du comité de salut public. L'atmosphère était électrique, chargée de tensions politiques qui menaçaient de faire exploser la fragile unité révolutionnaire. Dans la salle de réunion principale, éclairée par des chandelles vacillantes, Maximilien Robespierre trônait tel un maître incontesté, ses yeux perçants balayant l'assemblée avec une intensité presque féroce. Louis Saint-Just, son plus proche allié et bras droit, se tenait à ses côtés. Jeune, ambitieux et d'une détermination glaciale, il représentait la nouvelle génération de révolutionnaires prêts à tout pour défendre leurs idéaux. Sa silhouette élancée, vêtue de noir, se découpait contre la fenêtre où les premiers rayons de l'aube commençaient à filtrer, promettant une journée qui s'annonçait décisive. Nos ennemis sont partout, commença Robespierre, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. La révolution n'est pas un simple changement de pouvoir, c'est une transformation totale de la société. Et pour cela, nous devons être impitoyables. Saint-Just acquiesça, ses doigts effleurant distraitement un dossier épais posé sur la table en chêne massif. À l'intérieur, se trouvaient les documents compromettants concernant Olympe de Gouges, documents qui représentaient bien plus qu'une simple menace politique. Les autres membres du comité écoutaient attentivement. Georges Couthon, malgré son handicap physique, était présent, son regard aussi acéré que celui de ses collègues. André Basset, un administrateur zélé, préparait méticuleusement des notes, chaque mot devant être pesé avec une précision chirurgicale. Olympe de Gouges, reprit Robespierre, prononçant chaque syllabe comme s'il mâchait du verre, représente plus qu'une simple dissidente. Elle est un symptôme dangereux de la déliquescence potentielle de notre mouvement révolutionnaire. Saint-Just sortit alors un document plié avec soin. C'était un manuscrit, l'un des nombreux écrits d'Olympe, qui remettait en question non seulement les structures politiques existantes, mais aussi les fondements mêmes de la masculinité révolutionnaire. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dit-il, est une attaque directe contre notre vision de l'ordre social. Elle ose proclamer l'égalité totale, sans comprendre que l'égalité parfaite peut menacer l'équilibre révolutionnaire que nous construisons. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Chacun savait que les mots pouvaient être plus dangereux que les armes, et les écrits d'Olympe représentaient une menace sourde mais persistante. Dans un coin de la salle, un homme restait silencieux. Jean-Baptiste Carrier, connu pour sa brutalité sans égale lors des noyades de Nantes, observait la scène avec un détachement presque cynique. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les grands discours, mais dans la capacité d'éliminer méthodiquement toute opposition. Robespierre se leva, sa silhouette mince projetant une ombre démesurée sur le mur. Nous devons agir rapidement. Chaque jour où Olympe de Gouges continue d'écrire et de parler est un jour où notre révolution court un risque mortel. Saint-Just sortit alors un document secret, une correspondance interceptée qui suggérait qu'Olympe de Gouges pourrait avoir des connexions avec des factions royalistes. Bien que les preuves fussent minces, dans le contexte révolutionnaire tendu, un simple soupçon suffisait à condamner. Nos informateurs, murmura-t-il, suggèrent qu'elle pourrait détenir des informations compromettantes. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient ébranler non seulement notre mouvement, mais l'intégrité même de la révolution. Un silence pesant s'installa. Chacun comprenait les enjeux. La Révolution française n'était pas seulement un changement politique, mais une transformation sociale totale. Et dans cette transformation, il n'y avait pas de place pour la dissidence. Georges Couthon, qui avait jusque-là écouté silencieusement, intervint, il ne suffit pas de la faire taire. Elle doit être un exemple. Un avertissement pour tous ceux qui oseraient remettre en question notre vision. La discussion se poursuivit pendant des heures. Des stratégies furent élaborées, des plans minutieusement préparés. Comment neutraliser Olympe de Gouges? Comment l'éliminer sans créer de martyrs? Comment faire en sorte que sa voix soit définitivement éteinte? Saint-Just proposa une approche multidimensionnelle. D'abord, discréditer ses écrits. Ensuite, l'isoler politiquement. Puis, si nécessaire, utiliser les mécanismes juridiques révolutionnaires pour la condamner. Le tribunal révolutionnaire sera notre outil, dit-il. Nous la jugerons non pas seulement pour ses écrits, mais pour ce qu'elle représente, une menace contre l'unité révolutionnaire. Carrier esquissa un sourire cynique. Pour lui, la solution était simple et directe, l'élimination pure et simple. Mais Robespierre et Saint-Just voulaient plus qu'une simple exécution. Ils voulaient une démonstration de pouvoir. Pendant ce temps,
à l'extérieur du palais du Luxembourg, Paris grondait. Les rues étaient un mélange de tension, d'espoir révolutionnaire et de peur sourde. Les pavés avaient bu tant de sang que chaque pierre semblait porter le poids de l'histoire en marche. La décision fut prise. Olympe de Gouges serait arrêté, jugé et condamné. Son procès serait public, un message clair envoyé à tous ceux qui oseraient remettre en question l'ordre révolutionnaire. La Révolution, conclut Robespierre, dévore ses propres enfants. Et Olympe de Gouges sera le prochain. La réunion se termina. Chacun savait que les jours d'Olympe étaient désormais comptés. Le mécanisme de sa chute était enclenché, implacable comme la guillotine elle-même. Dans les ombres du pouvoir, la machine révolutionnaire continuait de tourner, impitoyable, définitive. La menace. Paris, 1793. La ville respirait la tension révolutionnaire, chaque rue, chaque coin de rue semblait chargé d'une électricité politique qui promettait l'explosion imminente. Les pavés usés racontaient des histoires de sang et de courage, témoins silencieux d'une époque où les idéaux dansaient sur le fil du rasoir entre la liberté et la terreur. Dans son modeste cabinet de travail, Olympe de Gouges était penchée sur ses manuscrits, ses doigts tremblants parcourant le papier avec une urgence presque fébrile. Autour d'elle, des liasses de documents, des ébauches de textes, des brouillons de ces célèbres déclarations qui avaient tant dérangé le pouvoir révolutionnaire. Chaque mot était une arme, chaque phrase une déclaration de guerre contre l'oppression. « Ils veulent me faire taire », murmura-t-elle à Élise Mercier, qui venait de la rejoindre, « mais je ne me tairai pas. Jamais. » Élise observait son amie avec une mixture d'admiration et d'inquiétude. Journaliste aguerrie, elle comprenait mieux que quiconque les dangers qui menaçaient Olympe. Les couloirs du pouvoir bourdonnaient de rumeurs, et chacune d'elles semblait pointer vers une seule direction, l'élimination d'Olympe de Gouges. La pièce était encombrée de livres, de papiers épars, témoins silencieux d'une vie entièrement consacrée à la lutte pour l'égalité. Des portraits de philosophes des Lumières, Rousseau, Diderot, Voltaire, regardaient la scène, comme des gardiens muets d'un combat qui dépassait le simple cadre politique. Un coup violent retentit à la porte. Marcel Dupont fit irruption, le visage blême, son manteau couvert de poussière de rue, signe qu'il avait couru pour les prévenir. « Ils viennent te chercher, Olympe, dit-il, sa voix tremblante. Le comité de salut public a émis un mandat d'arrêt contre toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Olympe ne broncha pas, ses yeux brillant d'une détermination qui forçait le respect. Elle qui avait toujours défié les conventions, qui avait osé écrire sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ne perdrait pas son sang-froid maintenant. « Je savais que ce jour viendrait, répondit-elle calmement. Mais je ne fuirai pas. Ma voix est plus importante que ma vie. » Marcel et Élise échangèrent un regard. Ils savaient tous deux que l'arrestation d'Olympe était imminente, mais ils espéraient encore pouvoir la protéger, la sauver. Élise sortit un dossier de son sac. « J'ai récolté des informations. Des témoignages qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi il te traque avec tant d'acharnement. » Les documents parlaient de complots, de secrets révolutionnaires que peu osaient évoquer à voix haute. Des correspondances interceptées, des bribes de conversation, tout un réseau d'intrigues qui s'étendait bien au-delà de la simple dissidence politique. Marcel s'approcha de la fenêtre, scrutant la rue. « Nos contacts au sein du comité disent que Saint-Just lui-même a demandé ton arrestation. Tu représentes plus qu'une simple opposante. Tu es une menace pour leur vision du pouvoir. » Olympe ricana, un rire amer qui surprit ses amis. « Une menace ? Parce que je demande l'égalité ? Parce que je refuse que la révolution ne soit qu'un simple changement de maître ?» Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur chaque document, chaque manuscrit. Une vie de combat, condensée dans ces quelques mètres carrés. Elle avait défié les rois, critiqué Marie-Antoinette, écrit des pièces de théâtre provocantes, et maintenant, elle défiait les nouveaux maîtres de la France. Un bruit de pas lourd dans l'escalier. Marcel se raidit, prêt à défendre son ami. Élise serra inconsciemment les poings. « Ils sont là, murmura-t-elle. » La porte s'ouvrit avec fracas. 3 hommes en uniforme révolutionnaire, baïonnettes au canon, regards impitoyables. Derrière eux, un officier du comité de salut public, document officiel à la main. « Olympe de Gouges, clama-t-il, au nom de la République, vous êtes en état d'arrestation pour trahison et atteinte à la sécurité nationale. » Olympe se leva, droite, dignité intacte. « Je ne résisterai pas, dit-elle calmement. Mais sachez que mes mots continueront de vivre, même quand on voudra me faire taire. » Marcel tenta une intervention.
Elle n'a rien fait de mal. Ses écrits sont des appels à l'égalité, pas des actes de trahison. Un des soldats le repoussa brutalement. Élise retint un cri. Olympe fut menottée, mais son regard restait celui d'une femme libre. Chaque pas vers la sortie était un défi silencieux, un refus de se soumettre. « Je suis née pour dénoncer les injustices », murmura-t-elle. « Si mourir est le prix de la vérité, alors je le paierai. » Alors qu'elle traversait le seuil, un dernier regard vers ses amis, Marcel et Élise comprirent que quelque chose de plus grand que la simple répression politique se tramait. Olympe n'était pas seulement arrêtée. Elle était sur le point de devenir un symbole, un martyr de la liberté. Les rues de Paris l'attendaient, pavées de destins brisés et d'espoirs révolutionnaires. La machine judiciaire était en marche, implacable comme la guillotine elle-même. Le premier point de rupture était atteint. L'histoire retenait son souffle. Conspiration. Les couloirs sombres du pouvoir révolutionnaire bourdonnaient d'une activité fébrile, semblable aux ruches dont les abeilles ouvrières tramaient leur stratégie avec une précision mécanique. Paris, cette ville qui avait vu naître les plus grands espoirs de liberté et d'égalité, était devenue un labyrinthe de secrets, de trahisons et de complots where every whisper could seal a fate. Les ombres du palais. Dans le cabinet personnel de Louis Saint-Just, situé dans les profondeurs du Palais national, les murs semblaient avoir absorbé des décennies de murmures politiques. Les tapisseries défraîchies racontaient des histoires silencieuses de pouvoir et de manipulation, tandis que les chandelles vacillantes projetaient des ombres dansantes sur des cartes et des documents soigneusement disposés. Saint-Just, surnommé l'ange de la mort par ses contemporains, se tenait près d'une carte détaillée de Paris. Ses doigts, fins et précis comme ceux d'un chirurgien, traçaient des lignes imaginaires entre différents points stratégiques de la ville. Chaque mouvement était calculé, chaque geste réfléchi. À ses côtés se tenait un homme dont l'identité était aussi floue que son ombre, Jacques Fournier, agent secret du comité de salut public. Son visage était marqué par des années de mission clandestine, ses yeux reflétant une intelligence froide et calculatrice. Nos sources indiquent qu'Olympe de Gouges représente une menace plus importante que nous ne le pensions initialement, déclara Saint-Just, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Fournier acquiesça, sortant de sa poche un dossier soigneusement plié. Elle possède des informations qui pourraient compromettre non seulement la Révolution, mais certains de nos plus hauts dirigeants. Les fils de la conspiration. Les ramifications du complot s'étendaient bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Chaque action d'Olympe de Gouges avait été méticuleusement suivie, chacune de ses correspondances interceptée, chacun de ses mouvements surveillés avec une précision presque scientifique. Un réseau d'informateurs s'était constitué, composé d'individus issus de tous les horizons, des domestiques aux fonctionnaires de bas étage, des libraires aux messagers. Chacun apportait sa pierre à l'édifice d'une conspiration dont les contours restaient encore flous. Fournier déplia le document, révélant une série de notes manuscrites, de rapports cryptés et de fragments de conversation. « Regardez, dit-il en pointant un passage spécifique, ces écrits sur l'égalité des femmes ne sont que la surface. Elle détient des informations beaucoup plus dangereuses. » Saint-Just parcourut le document, ses yeux brillant d'une intelligence glaciale. Chaque mot semblait confirmer leur pire crainte, Olympe de Gouges n'était pas simplement une dissidente, mais potentiellement une menace existentielle pour la nouvelle ordre révolutionnaire. Les secrets cachés. Ce que Saint-Just et Fournier ne pouvaient pas encore complètement saisir, c'était la profondeur réelle des secrets qu'Olympe détenait. Au-delà de ses écrits sur les droits des femmes et sa critique ouverte de la Révolution, elle possédait des informations qui auraient pu faire trembler les fondements même du pouvoir révolutionnaire. Des rumeurs circulaient sur des correspondances compromettantes, sur des documents qui révélaient des alliances secrètes, des trahisons à peine voilées. Chaque information était comme une pièce d'un puzzle complexe, dont l'image complète restait encore à découvrir. Fournier sortit un second document, plus ancien et manifestement plus sensible. Ceci provient de sources très proches de Robespierre lui-même, murmura-t-il. Des informations qui, si elles venaient à être révélées, pourraient tout faire basculer. La décision fatidique. Dans cette atmosphère de tension et de mystère, une décision fut prise. Olympe de Gouges devait être neutralisée, et ce, de la manière la plus définitive possible. Elle doit être arrêtée, déclara Saint-Just, sa voix dénuée de toute émotion. Un procès public servira nos intérêts. Nous ferons d'elle un exemple. Fournier hocha la tête, comprenant parfaitement les implications de cette décision. Un procès signifierait exposer publiquement les accusations, mais aussi contrôler strictement la narration. Les préparatifs. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Des agents furent déployés,
des témoins furent préparés, des accusations furent soigneusement construites. Chaque détail était pensé, chaque élément du procès fut méticuleusement orchestré. On alla jusqu'à faire pression sur certains contacts d'Olympe, les menaçant ou les manipulant pour qu'ils témoignent contre elle. Des lettres furent falsifiées, des conversations déformées. L'objectif était clair, transformer Olympe de Gouges d'une écrivaine et militante en une ennemie de la Révolution, une traîtresse dont la condamnation semblerait non seulement juste, mais nécessaire. Les acteurs secondaires. Pendant ce temps, d'autres acteurs commençaient à bouger. Élise Mercier, la journaliste amie d'Olympe, continuait son enquête, ignorant encore l'ampleur du complot qui se tramait. Marcel Dupont, le jeune révolutionnaire, sentait que quelque chose de profond se préparait. Ses contacts au sein du mouvement révolutionnaire lui avaient laissé entrevoir des bribes de conversations inquiétantes. Le piège se resserre. Chaque jour qui passait resserrait un peu plus l'étau autour d'Olympe de Gouges. Les informations étaient soigneusement filtrées, les mouvements contrôlés, les options d'évasion méthodiquement réduites. Saint-Just et Fournier observaient, attendant le moment parfait pour passer à l'action. Leur patience était celle de prédateurs qui ont repéré leur proie et savent que le moment de frapper approche. Alors que la nuit tombait sur Paris, les complots continuaient de s'ourdir. Olympe de Gouges, encore libre mais de plus en plus menacée, continuait d'écrire, de dénoncer, d'espérer. Elle était loin de se douter de l'ampleur du danger qui la guettait, de la machinerie administrative et politique qui se mettait en mouvement pour la faire taire. La Révolution, dans toute sa brutalité et sa complexité, était sur le point de montrer son vrai visage. Et Olympe de Gouges se retrouvait au cœur d'un tourbillon dont elle ne pressentait pas encore toute la violence. Les dés étaient jetés. Le destin d'Olympe était en train de se sceller, dans l'ombre des couloirs du pouvoir révolutionnaire. Les secrets révolutionnaires. L'aube du jugement. Paris, 3 novembre 1793. Le ciel était d'un gris plombé, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les premières lueurs de l'aube se glissaient timidement entre les bâtiments, projetant des ombres longues et sinistres sur les pavés humides. Au tribunal révolutionnaire, l'activité avait commencé bien avant le lever du soleil. Olympe de Gouges fut amenée dans une salle d'attente étroite, ses pas résonnant sur les dalles froides. Autour d'elle, l'atmosphère était chargée d'une tension électrique, un mélange de peur, de détermination et d'une rage contenue qui semblait sourdre des murs eux-mêmes. Élise Mercier et Marcel Dupont attendaient à l'extérieur du tribunal, leur inquiétude palpable. Ils savaient que ce jour serait décisif, que le destin d'Olympe se jouerait dans les prochaines heures. Les coulisses du pouvoir. Dans une pièce adjacente, Louis Saint-Just passait en revue les derniers détails de l'acte d'accusation. Chaque mot avait été soigneusement pesé, chaque accusation stratégiquement formulée pour porter le coup fatal. « Elle doit être un exemple », murmura-t-il à Jacques Fournier, son agent le plus proche. Un avertissement à tous ceux qui oseraient remettre en question la Révolution. Les accusations étaient multiples, trahison, opposition à la politique révolutionnaire, critique ouverte du gouvernement. Mais ce qui se tramait était bien plus profond que de simples accusations politiques. Le tribunal révolutionnaire. La salle du tribunal était un théâtre de la terreur. Les murs, austères et froids, semblaient avoir été témoins de centaines de procès sommaires. Des juges vêtus de noir, leur visage impassible, attendaient l'arrivée de l'accusé. Olympe fut conduite à la barre, droite, le regard défiant. Malgré les circonstances, elle ne montrait aucun signe de faiblesse. Son attitude était celle d'une femme qui savait que sa lutte dépassait le cadre de son propre destin. L'acte d'accusation. L'avocat général se leva, déployant un document qu'il tenait avec une précision presque théâtrale. Sa voix résonna dans la salle. « Citoyenne Olympe de Gouges, vous êtes accusée de trahison envers la République. Vos écrits, vos pamphlets, vos critiques ouvertes sont une menace directe contre les principes mêmes de notre Révolution. Chaque mot était un coup porté, chaque phrase une tentative de démolir non seulement la réputation d'Olympe, mais l'idée même de liberté qu'elle représentait. » La défense. Olympe prit la parole. Sa voix, claire et déterminée, porta jusqu'aux coins les plus reculés de la salle. « Je suis né pour dénoncer les injustices. Ma seule arme a toujours été la plume, mon seul combat celui de l'égalité. Si mes mots dérangent, c'est qu'ils portent en eux la vérité que vous refusez de voir. » Sa défense était aussi une attaque. Elle ne cherchait pas à se sauver, mais à exposer les hypocrisies du système révolutionnaire. Les témoignages. Un à un, les témoins furent appelés. Certains, manipulés, apportèrent des accusations mensongères. D'autres, par peur,
restèrent silencieux. Un ancien membre du comité, brisé par la culpabilité, fut le premier à révéler des informations explosives. Ces mots, hésitants mais chargés de vérité, commencèrent à lever le voile sur un complot bien plus large. Le secret révélé. Ce que personne n'attendait, c'était la profondeur des révélations qui allaient suivre. L'ancien membre du comité parla de documents compromettants, de correspondances secrètes qui, si elles étaient révélées, pouvaient ébranler les fondements même de la Révolution. Olympe écoutait, impassible. Elle semblait déjà savoir une partie de ce qui allait être dit. La confrontation. Saint-Just lui-même fut appelé à témoigner. Face à Olympe, son regard était celui d'un prédateur observant sa proie. « Vous représentez plus qu'une simple dissidente, lui dit-il. Vous êtes une menace pour l'ordre que nous construisons. » La tension dans la salle était à son comble. Chaque spectateur retenait son souffle, conscient qu'il assistait à un moment historique. Les révélations. Le témoin inattendu révéla l'existence d'un complot plus large. Olympe n'était pas seulement une menace politique, mais détenait des informations qui pouvaient ébranler les fondements même de la Révolution. Des noms furent prononcés, des alliances secrètes exposées. Le voile qui cachait les intrigues du pouvoir commençait à se déchirer. La réaction d'Olympe. Face à ces révélations, Olympe resta digne. « La vérité est mon seul crime, déclara-t-elle. Si mourir est le prix de la faire entendre, alors je le paierai sans hésitation. » Élise et Marcel, dans la salle, comprenaient que le destin d'Olympe était désormais scellé. Mais ils savaient aussi que sa voix continuerait de résonner, même après sa mort. Le verdict. Après des heures de procès, le verdict tomba. La sentence était prévisible, la mort. Olympe fut déclaré coupable de trahison, condamné à mort par guillotine. Sa réaction fut celle d'une femme qui avait toujours su le prix de ses convictions. Les derniers moments. Avant d'être reconduite dans sa cellule, Olympe eut un dernier échange avec Saint-Just. Un moment fugace où deux visions du monde s'affrontèrent. « Vous croyez protéger la Révolution, dit-elle, mais vous la trahissez en tuant ceux qui osent penser différemment. » Alors que le soleil commençait à décliner sur Paris, Olympe de Gouges attendait son exécution. Sa cellule était un espace de réflexion, de détermination et d'espoir. Elle savait que sa mort serait plus qu'un simple événement judiciaire. Ce serait un message, une dernière protestation contre l'injustice. Les secrets qu'elle emportait avec elle continrent. Le tournant. Les premières lueurs de l'aube parisienne filtraient à travers les fenêtres poussiéreuses du café clandestin, situé dans les ruelles étroites du Marais. L'atmosphère était chargée de tension, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, anticipant le récit qui allait se dévoiler. Jean-François Leroy, un ancien membre du comité de salut public, était méconnaissable. Les années de secret et de remords avaient creusé des sillons profonds sur son visage, transformant ses traits autrefois rigides en une carte topographique de la culpabilité. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa sa tasse de café sur la table de marbre usée. « Ce que je vais vous révéler, murmura-t-il à Élise et Marcel, pourrait ébranler les fondements même de la Révolution que nous avons servie. » Marcel resserra imperceptiblement sa main sur celle d'Élise. Il savait que ce moment était crucial, un point de non-retour dans leur quête pour comprendre le véritable destin d'Olympe de Gouges. Les coulisses du pouvoir. Leroy commença son récit, sa voix basse et rauque résonnant comme un murmure conspiratoire. Chaque mot semblait arraché de ses entrailles, porteur de secrets longtemps dissimulés. La Révolution n'était pas ce que le peuple croyait, dit-il. Derrière les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, se tramaient des complots dont la noirceur dépassait l'entendement. Il sortit de sa veste un ensemble de documents jaunis, soigneusement pliés. Des pages couvertes d'écritures serrées, de notes cryptiques, de fragments de correspondance qui semblaient avoir traversé les tempêtes de l'histoire. Olympe de Gouges, poursuivit-il, était bien plus qu'une simple militante. Elle était une menace, pas seulement pour les dirigeants politiques, mais pour un réseau bien plus vaste et complexe. Un réseau dans l'ombre. Les révélations de Leroy commencèrent à prendre forme. La Révolution française n'était pas un mouvement monolithique et uniforme, mais un écheveau de factions, d'intérêts contradictoires et de manipulations sournoises. Olympe avait découvert des informations compromettantes. Des liens secrets entre certains révolutionnaires et des puissances étrangères. Des tractations qui auraient pu faire vaciller le fragile édifice révolutionnaire. Elle possédait des preuves, expliqua Leroy, des documents qui auraient pu révéler des trahisons à grande échelle. Des complicités entre des membres haut placés de la Convention et des agents étrangers. Marcel et Élise écoutaient,
captivait. Chaque révélation ajoutait une couche de complexité au mystère entourant Olympe. Les secrets interdits. Les documents que le roi avait apportés révélaient un monde d'intrigues. Des lettres codées, des rapports secrets montrant comment certains révolutionnaires négociaient dans l'ombre, trahissant les idéaux mêmes pour lesquels ils prétendaient combattre. Un nom revenait constamment, le baron de Montmorency, un aristocrate qui semblait avoir des connexions surprenantes avec le cœur même du mouvement révolutionnaire. Montmorency, expliqua le roi, était un joueur d'échecs politique. Il manipulait les événements depuis les coulisses, utilisant la révolution comme un échiquier où chaque pion représentait un destin humain. Olympe avait percé à jour une partie de ce réseau. Et c'était là sa véritable condamnation. La menace féminine. Ce qui rendait Olympe particulièrement dangereuse, selon le roi, c'était sa double nature de femme et d'intellectuelle. Elle ne se contentait pas de dénoncer les injustices, elle les démontait méticuleusement. Les femmes étaient un point aveugle de la Révolution, dit-il. On parlait de liberté, mais on maintenait un système profondément patriarcal. Olympe le comprenait et le dénonçait avec une intelligence redoutable. Ses écrits sur les droits des femmes n'étaient pas simplement des manifestes théoriques. C'étaient des armes intellectuelles qui menaçaient l'ordre établi. Un complot international. Les documents de le roi suggéraient quelque chose de plus large encore. Un complot international visant à déstabiliser la France révolutionnaire, utilisant des agents infiltrés à tous les niveaux du pouvoir. Olympe, par ses connexions et son intelligence, représentait un risque. Elle pouvait potentiellement faire voler en éclats ce réseau fragile et dangereux. Certains voulaient sa mort, révéla le roi, pas seulement pour ses idées, mais pour ce qu'elle représentait, une intelligence libre, incontrôlable, qui traversait les frontières des genres et des classes. La décision fatale. Le récit de le roi culmina vers le moment où la décision de faire disparaître Olympe fut prise. Une réunion secrète, dans les sous-sols sombres du comité de salut public, où Saint-Just et Robespierre orchestrèrent ce qui devait être présenté comme une simple exécution politique. Ils avaient peur, dit le roi. Peur de ce qu'Olympe pourrait révéler, peur de la puissance de sa plume et de son intelligence. Les derniers secrets. Avant de quitter le café, le roi confia à Élise et Marcel un dernier document. Une carte cryptée, suggérant l'existence d'un lieu où Olympe aurait caché ses preuves les plus explosives. Si ces documents venaient au jour, dit-il, ce serait la fin de bien des carrières, la fin de bien des mythes révolutionnaires. L'héritage. Alors que le roi s'apprêtait à partir, il se retourna une dernière fois vers Élise et Marcel. La vérité est un fardeau, dit-il. Et parfois, un fardeau trop lourd pour être porté. Avec ces mots, il disparut dans la brume parisienne, laissant derrière lui un mystère plus profond encore. Marcel et Élise se regardèrent, comprenant que leur quête pour comprendre le destin d'Olympe de Gouges ne faisait que commencer. La lumière du jour s'était maintenant complètement installée. Paris s'éveillait, indifférent aux secrets qui venaient d'être révélés. Les rues pavées continuaient leur existence immuable, témoins silencieux d'une histoire qui attendait encore d'être pleinement racontée. Les révélations de le roi ouvraient plus de questions qu'elles n'apportaient de réponses. Mais une chose était certaine, Olympe de Gouges n'était pas morte simplement parce qu'elle avait critiqué la Révolution. Elle était morte parce qu'elle représentait une menace bien plus profonde pour un système qui prônait la liberté tout en maintenant ses propres chaînes. Le climax. Les ombres de la veille. La nuit précédant l'exécution d'Olympe de Gouges était tombée sur Paris comme un linceul de plomb. Les rues étroites du Marais semblaient se rétrécir, oppressantes, tandis que les réverbères projetaient des ombres tremblantes sur les murs de pierre. Dans la cellule humide de la conciergerie, Olympe était assise, droite et digne. Ses mains, autrefois habituées à tenir la plume avec passion, étaient désormais marquées par les chaînes de la captivité. Mais son regard restait indomptable, brûlant d'une détermination qui transcendait les murs de sa prison. Elle repensa à sa vie, à tous ces moments qu'il avait menés jusqu'à cette nuit fatidique. Chaque mot qu'elle avait écrit, chaque combat qu'elle avait mené, semblait converger vers ce moment ultime. Le face-à-face. La porte de sa cellule s'ouvrit avec un grincement métallique. Louis Saint-Just entra, son profil rigide découpé par la faible lueur de la lanterne. Il était l'incarnation même de la Révolution, inflexible, implacable, porteur d'une vision qui ne tolérait aucune dissidence. Olympe de Gouges, dit-il, sa voix aussi tranchante qu'une lame de guillotine. Elle le fixa, sans un mouvement, sans une once de peur. « Je suis venu vous écouter », répondit-elle simplement. Le dialogue qui s'engagea alors était bien plus qu'un simple interrogatoire.
C'était l'affrontement de deux visions du monde, de deux conceptions radicalement différentes de la liberté et de la justice. Les secrets de la Révolution. Saint-Just s'approcha, déposant sur la table de pierre un dossier épais. Des documents, des lettres, des rapports secrets qui semblaient porter le poids de l'histoire. Vous représentez bien plus qu'une simple dissidente, commença-t-il. Vous êtes une menace pour l'ordre que nous construisons. Olympe esquissa un sourire amer. L'ordre? Appelez-vous ordre ce massacre généralisé? Cette élimination systématique de toute voix qui ose s'élever? Saint-Just ne broncha pas. La Révolution a ses nécessités. Ses sacrifices. Des sacrifices? Rétorqua-t-elle. Ou des assassinats purs et simples? L'héritage intellectuel. Elle comprit alors que sa véritable condamnation dépassait largement ses écrits sur les droits des femmes. Elle avait percé à jour un système bien plus complexe, un réseau d'intrigues qui menaçait les fondements même de la Révolution. Vous voulez ma mort, dit-elle, parce que je représente ce que vous craignez le plus. Une intellect libre, qui refuse d'être réduite au silence. Saint-Just ne pouvait nier. Chacun de ses écrits, chacune de ses interventions publiques avait été un coup porté à l'édifice fragile qu'il construisait. Les révélations. Dans cette cellule glacée, Saint-Just décida de lever partiellement le voile. Non par compassion, mais par un calcul politique subtil. Vous avez compris plus que vous ne le pensiez, admit-il. Nos liens avec les puissances étrangères, nos négociations secrètes, les compromissions qui se cachent derrière nos idéaux. Olympe l'écoutait, chaque mot se gravant dans sa mémoire comme du feu. Le complot international. Saint-Just révéla des fragments de conspiration. Des négociations secrètes avec l'Angleterre, des tractations avec des aristocrates renégats, un réseau complexe qui dépassait les simples frontières de la France révolutionnaire. La Révolution, dit-il, est un instrument bien plus complexe que ce que le peuple peut imaginer. Olympe comprit alors la profondeur du piège. Sa mort n'était pas simplement politique. Elle était un acte de pure stratégie, destiné à éliminer une voix qui dérangeait. La confrontation finale. Pourquoi me dire tout cela? Demanda-t-elle. Saint-Just eut un mouvement presque imperceptible. Un geste qui trahissait une once de respect, peut-être même de regret. Parce que, répondit-il, certaines vérités doivent mourir avec celui qui les porte. Les derniers moments. La nuit avançait. Dans sa cellule, Olympe commença à écrire. Non pas une défense, non pas un plaidoyer, mais un témoignage. Des pages et des pages qui raconteraient la vérité, au-delà de ce moment précis. Elle savait que sa mort serait un message. Un acte politique qui dépasserait sa propre existence. La veille de l'échafaud. Élise et Marcel, informés par le roi, tentaient désespérément de trouver un moyen de la sauver. Mais le mécanisme judiciaire était implacable, et chaque porte semblait se refermer. Dans la nuit parisienne, le destin d'Olympe de Gouges se tramait, inexorable. Réflexion d'une veille d'exécution. Olympe repensa à sa vie. À tous ces moments où elle avait choisi la parole contre le silence, la vérité contre la facilité. Elle avait combattu pour les droits des femmes, contre l'esclavage, pour une vision de la liberté qui dépassait les cadres étroits de son époque. Sa mort serait-elle la fin de son combat? Ou le début d'une légende? L'aube approche. Les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer. Paris s'éveillait, indifférent au drame qui allait se jouer. Olympe se tenait prête. Non pas comme une victime, mais comme une combattante. Sachant que chaque mot, chaque geste, serait inscrit dans l'histoire. Saint-Just la quitta, laissant derrière lui le poids de révélation qui resterait à jamais partiellement voilé. La nuit s'achevait. Bientôt viendrait l'heure de la guillotine. Mais Olympe de Gouges avait déjà compris que sa véritable immortalité ne serait pas dans sa vie, mais dans sa mort. Une mort qui serait un acte de résistance ultime. La mémoire. L'aube d'une tragédie. Le 3 novembre 1793 se levait sur Paris, une matinée d'automne glacial où le brouillard s'enroulait autour des pavés comme des linceuls invisibles. La ville, jadis vibrante des promesses de liberté, de fraternité et d'égalité, semblait aujourd'hui retenir son souffle, consciente que l'une de ses voix les plus audacieuses allait être éteinte. Olympe de Gouges se tenait dans sa cellule du tribunal révolutionnaire, droite et digne, son esprit traversant les murs de pierre comme un oiseau cherchant son horizon. Ces derniers instants n'étaient pas marqués par la peur, mais par une détermination tranquille, presque solennelle. Sur les murs de sa cellule étroite, quelques feuillets épars témoignaient de sa vie,
des fragments de manuscrits, des ébauches de déclarations, des pensées qui avaient osé défier l'ordre établi. Chaque mot était une pierre lancée contre l'édifice du patriarcat et de l'oppression, chaque ligne un acte de résistance. Les derniers préparatifs. Marcel Dupont et Élise Mercier, témoins impuissants de cette injustice, avaient passé la nuit à tenter désespérément de trouver un moyen de la sauver. Leurs contacts, leurs supplications, leurs efforts acharnés s'étaient heurtés au mur d'intransigeance du comité de salut public. Robespierre, du haut de son pouvoir, avait scellé son destin. Saint-Just, son bras droit glacial, avait signé l'arrêt de mort avec une précision chirurgicale, comme s'il tranchait un fil sans importance. Dans la cellule, Olympe écrivait une dernière lettre, un dernier testament. Ses mains, malgré le froid et la fatigue, restaient fermes. Elle savait que chaque mot pourrait résonner bien au-delà de sa mort, comme une prophétie, comme un espoir. Le voyage vers l'échafaud. Les rues de Paris se vidaient sur son passage. Les badauds, habitués aux exécutions, la regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Elle n'était pas une criminelle ordinaire, mais une femme qui avait osé défier les conventions, qui avait réclamé des droits à une époque où le silence était la norme pour les femmes. La charrette cahotait, ses roues usées frottant contre les pavés. Olympe était droite, son regard fixé sur l'horizon, dépassant les immeubles gris et les visages mornes. Elle portait une simple robe blanche, symbole de pureté et de résistance. Réflexion d'une révolutionnaire. Dans ce trajet qui la menait à sa mort, ses pensées naviguaient entre ses souvenirs, ses combats, ses espoirs. Elle revoyait ses premières écritures, ses premières pièces de théâtre qui déjà questionnaient la place des femmes dans la société. Elle se rappelait ses nuits passées à écrire, à imaginer un monde différent, où l'égalité ne serait pas un vain mot. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne lui apparaissait comme son œuvre la plus importante. Un manifeste qui avait scandalisé, provoqué, mais surtout, qui avait ouvert une brèche dans le mur du silence. La confrontation finale. Quelques instants avant de monter sur l'échafaud, Saint-Just lui fut présenté. Un dernier face-à-face, une ultime confrontation entre deux visions du monde. Vous comprenez maintenant, Madame de Gouges, que vos idéaux sont dangereux, murmura-t-il. Olympe le fixa, sans ciller. Ce qui est dangereux, monsieur, c'est de taire la vérité. Ce qui est dangereux, c'est de considérer la moitié de l'humanité comme invisible. Sa voix résonnait, claire et forte, dépassant les murs de la Révolution, annonçant des combats futurs. Le dernier discours. Sur l'échafaud, avant que la lame ne tombe, Olympe prononça ces mots qui traverseraient les siècles. Si ma mort peut servir la liberté, alors je meurs heureuse. Mais sachez que mon silence ne sera jamais total. Mes écrits continueront de parler, mes idées continueront de vivre, bien après que je serai parti. Les spectateurs, habitués à la brutalité des exécutions, restèrent un instant silencieux. Certains, touchés par sa dignité, baissèrent la tête. L'héritage. La guillotine s'abattit. Un coup sec. Un corps qui chute. Un silence. Mais ce silence n'était qu'apparent. Car Olympe de Gouges venait de devenir bien plus qu'une femme exécutée, elle devenait un symbole, une voix qui ne pouvait être étouffée, un espoir que nul ne pourrait faire taire. L'épilogue. Élise Mercier, témoin de cette exécution, serra contre son cœur les derniers écrits de son ami. Marcel Dupont, la main sur son épaule, comprit que ce jour marquerait à jamais l'histoire. La Révolution avait tué l'un de ses enfants les plus audacieux. Mais elle ne pourrait jamais tuer l'esprit de liberté qu'Olympe avait incarné. Les années passeraient. Des générations se succéderaient. Et toujours, le nom d'Olympe de Gouges résonnerait comme un appel à la justice, à l'égalité, à la dignité humaine. Sa mort n'était pas une fin, mais un commencement.